Le film How to Have Sex de Molly Manning Walker est au cinéma depuis le 15 novembre. C'est un film intense et important. Et aujourd'hui, avec Inès du compte Laisse tomber les films, on a décidé de vous en parler plus en détail. C'est un film qu'on a toutes les deux beaucoup aimé. C'est quand même un film qui est très beau visuellement. Ouais. En fait, c'est des couleurs néon de fêtes hyper lumineuses et y a toute l'image est très bien travaillée. Et pour un premier film, c'est assez impressionnant, quoi. Parce que c'est le premier film de la réalisatrice en tant que réalisatrice. Ouais, et qui d'ailleurs est aussi directrice de la photographie, donc je pense que ça explique un peu aussi le fait que la photo elle est assez nickel, quoi. Ouais. En fait, il y a une esthétique de fête, en fait. Ouais, je pense qu'il faut comme le dire et rappeler, c'est que l'histoire, c'est l'histoire de 3 amies qui partent dans une espèce de spring break européen en Grèce et elles sont toutes les 3 anglaises. Elles viennent de passer leur examen équivalent du bac et que c'est un peu leur première vacances entre copines indépendantes et elles partent vraiment en mode on va faire la fête, on va sortir, on va boire et effectivement cette pression, ce thème aussi récurrent de Tara, là c'est les vacances où elle doit perdre ses virginités. Il y a ce truc dès le début, les premières scènes, première scène à la plage, premier plan là-bas qui sont d'ailleurs hyper beaux. Là on est même plus trop dans l'esthétique de fête avec les couleurs néon et tout, mais plus juste un lever de soleil où on sent vraiment la liberté qui arrive et le fait que c'est plus tout à fait des adolescentes. C'est ce premier moment où on voit l'amitié entre les 3 et tout, c'est vraiment hyper beau, moi j'ai trouvé en tout cas. Puisqu'on parle de l'esthétique, un peu le côté très festif, c'est vrai qu'il y a l'esthétique néon, il est souvent utilisé, je pense, dans les films qui traitent de la fête, parce que la fête, t'as ces lumières un peu particulières. Mais je pense que ce qui est assez différent avec ce film, c'est le côté très female gaze et le regard, l'attention que la réalisatrice va porter à ses personnages. Le film est hyper novateur, pas forcément dans l'esthétique, même si je pense que c'est un gros point fort du film, mais il y a ce côté très réaliste et dans le point de vue de Tara, qui est le personnage principal du film, tout le long, et son plus ou moins bien-être, on va dire, au sein des scènes de fête, font que en fait il y a un gros contraste entre ce truc, ces scènes de fête hyper pop dans l'esthétique, mais où on voit bien que dans l'intérieur du personnage, il y a quand même des questions qui se posent, des malaises qui existent. La fête, c'est censé avoir cette qualité de nous faire nous sentir mieux, nous faire nous détendre et tout, et c'est un peu communément accepté, mais le fait qu'il y ait beaucoup de fêtards qui finalement se retrouvent pas du tout apaisés et épanouis dans ces espaces de fête, c'est un sujet qui est entre autres dans le film, et le fait qu'on voit vraiment le point de vue de Tara, ça permet de poser cette question du point de vue féminin. Je pense que ce qui est aussi hyper intéressant avec le film, c'est que même dans les grandes scènes de fête et les scènes avec vraiment beaucoup de figurants, il y a toujours un moment où en fait on va se recentrer sur Tara et sur son visage, avec des plans souvent assez serrés et assez lents en fait, qui s'opposent un peu à l'euphorie collective et le mouvement qu'il y a partout avec la danse et tout. Il y a toujours un moment Tara qui est un peu figée au centre du plan, quoi. Oui, exactement. Il y a vraiment ce moment où il y a cette grosse fête, puis il y a en gros zoom plan très resserré sur Tara, et où la musique derrière s'estompe, on est vraiment en fait dans sa tête, assez déconnecté de ce qui se passe autour d'elle et même heurté par tout ce qui va l'entourer, et qui a vraiment envie en fait de fuir cette situation. Et ça reflète plutôt pas mal la réalité de situations comme ça toxiques de fête, situations qui peuvent être toxiques notamment pour les femmes et en particulier pour les jeunes femmes, et qui peut totalement avoir lieu dans la réalité. Ce qui est aussi assez particulier, c'est qu'en fait, dès le début, ils sont mis les 3 filles, elles sont mises dans un contexte de fête où elles doivent faire la fête, elles doivent s'amuser, et ça doit être genre les meilleures vacances de leur vie. Et j'ai l'impression que pour le côté très réaliste, c'est un peu un truc qu'on peut avoir parfois quand t'as une soirée qui est, une soirée genre qui est organisée depuis longtemps, ou les soirées d'école, de commerce, école d'ingénieurs, où c'est vraiment, t'as ce cadre très imposé de t'es là et en fait tu dois t'amuser. Et t'es pas censé avoir de la place pour un autre ressenti en fait.
Ouais, ça fait trop écho à tellement de soirées d'école, quoi. Les soirées, moi j'ai fait une école de commerce et une école d'ingénieur, et dans ces soirées-là, il y a vraiment, je veux dire, typiquement à Centrale, il y a une grosse soirée qui est organisée au mois d'octobre. Je crois que cette soirée-là, c'est obligé d'être la meilleure soirée de ta vie en école, quoi. De base, les fêtes organisées comme ça, c'est des endroits où on espère qu'on va se sentir épanoui à des moments où on peut pas s'exprimer sur rien, en fait, où nos ressentis n'ont pas trop de place, à moins d'être en totale euphorie, d'où le rôle de l'alcool qui est hyper présent. Si on n'est pas dans le bon mood pour ça, bah il faut qu'on prenne sur nous, et c'est ce que fait Tara en fait dans le film. Toute la première demi-heure du film qui installe vraiment le contexte de la fête, et en même temps tu ressens vraiment cette pression à dire bah non, en fait Tara faut qu'elle perde sa virginité genre là maintenant. Le fait d'avoir construit ça, d'avoir construit tout un moment où même ses copines, même elles lui mettent la pression, surtout le personnage de Sky dont on parlera tout à l'heure, mais genre lui met vraiment la pression sur le fait qu'il faut qu'elle le fasse là maintenant. Bah en fait elle est dans un contexte où elle a pas la place de dire au fait ça s'est mal passé, en fait je l'ai mal vécu. Oh my god, you look insane! If you don't get laid on this holiday, then you never will. I can't die a virgin! Par rapport à la pression qu'elle subit aussi de ses amis, il y a aussi ce truc où je pense que même elle le subit en partie, mais elle y croit aussi beaucoup à ce truc de ah ça va être mes vacances super parce que ça va être les vacances où je vais perdre ma virginité, et elle dit ah non j'ai pas envie de mourir vierge et tout au tout début. Enfin il y a ce moment là qui est dans la bande annonce, et c'est enfin il y a ce côté c'est presque un rite de passage qui va créer un lien avec ses amis, alors qu'en fait il y a des choses beaucoup plus compliquées, surtout qui impliquent une autre personne dans la sexualité, qui font que quand même il y a c'est pas seulement un rite de passage sympa avec ses copines, c'est autre chose, et ça implique beaucoup de choses d'une histoire personnelle, et c'est intéressant que le film le mentionne complètement. Voilà. Mais même il y a aussi un truc un peu, enfin ça rejoint complètement ce que tu dis, mais tu sais presque de banalisation en fait du rapport sexuel. La scène de fellation avec Badger, qu'en fait c'est aussi une scène d'agression à 1000%, tu vois, mais c'est pas explicité comme ça dans le film. T'as ce truc de, en fait la sexualité c'est censé être fun et être léger, et être un truc que genre tu peux faire en soirée quand t'es un peu bourré et c'est pas sérieux. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes, surtout quand c'est ta première fois, tu t'as pas envie que ce soit ça, et en fait on te l'impose un peu, quoi. C'est une manière transgressive un peu de s'amuser, de la même manière que l'abondance d'alcool l'est dans les soirées là, alors que il y a ce rapport à la vie privée, au corps, qui est là dans la sexualité, et qui ça peut tout à fait être fun et drôle et léger. Il y a, encore une fois, c'est le gros sujet du film, mais la notion de consentement, et quand cette notion n'est pas respectée, là ça devient plus fun, ni léger, ni rien. Ce qui est intéressant avec la notion de consentement, c'est que je pense que quand on a commencé à parler de consentement, il y a une idée qui a été reçue très vite, c'est de dire bah non mais elle consent, enfin tu vois, si elle dit pas oui, elle consent pas, mais en même temps le film montre que tu peux dire oui parce que tu te sens forcé, et que en fait faut pas s'arrêter là. Le oui c'est pas une formalité comme une signature sur un contrat, c'est quelque chose aussi qui se construit. Le consentement il va même il est même à un moment où elle dit non, ne me mets pas dans l'eau parce que l'eau est très froide, elle a pas envie d'être tout habillée dans l'eau, et le mec ne palpe pas la situation, la réalité de la situation, plonge dans l'eau, et elle ça l'énerve très sincèrement, et ça c'est le début du non-respect de son consentement. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en scène des choses comme ça, parce que peut-être quand on dit oui mais elle a dit oui, c'est pas la même chose que de voir en fait le visage de la personne, le langage corporel, toute la scène qu'il y a eu avant, qui nous fait clairement comprendre que ce oui il est dit sous la contrainte. La réalisatrice elle utilise un truc hyper malin où la scène revient à un moment, tu vois, je crois que c'est quand elle est dans la salle de bain et elle y repense, et tu vois qu'en fait tu vois que ça lui a pas plu, quoi. Elle a passé un mauvais moment, et c'est resté hyper ancré en elle. Donc quand t'as vécu un traumatisme, ça te revient constamment en tête et tout. Et donc je pense qu'il y a ça aussi qui vient appuyer le fait que non, elle était pas consentante. D'ailleurs, à la fin, le film qualifie ça de viol. Ce que je trouvais bien aussi dans ces scènes-là, c'est... Bon, la deuxième scène est très explicite et on comprend vraiment que c'est un viol et une agression, mais en fait, c'est que Tara ne met pas tout de suite les mots dessus. Mais nous, on arrive à ressentir son malaise. Je pense que même elle est pas dans une conscientisation que ce qu'elle a vécu, c'est potentiellement grave, c'est potentiellement quelque chose qu'elle ne voulait pas, c'est potentiellement quelque chose qui l'a mise très mal à l'aise. Enfin, elle conscientise pas tout à fait ce qui lui est arrivé.
Et donc ça nous permet nous aussi de passer le reste des vacances dans sa tête, parce qu'en fait c'est à partir de ce moment-là qu'on est vraiment plus que dans sa tête. Il y a vraiment une transmission de ce qu'elle ressent vers le spectateur, et donc sans mettre les mots d'agression, de viol, de consentement. Et c'est pour ça que le cinéma c'est fort, parce que c'est avec des images et avec des regards et avec de langage corporel et avec qu'on nous transmet les choses et pas en explicitant tout. Il y a beaucoup de choses implicites qui nous montrent déjà qu'est-ce que ça va créer comme malaise chez elle. Et encore une fois, vu que c'est quelque chose de très réel, c'est tellement important de le mettre en scène et de le visualiser aussi clairement en fait. En fait, son consentement, il lui appartient pas, parce qu'en fait, elle est tellement dans un truc de... On lui a dit qu'il fallait absolument qu'elle perde sa virginité, qu'en fait, elle est dans une situation où... je pense qu'elle est pas libre de... Je pense que même elle est pas dans une situation où elle se dit « Ah ok, j'ai l'option de dire non et de me barrer ». Je veux dire, si on se sent un peu perdu sur justement cette zone grise, le film la montre bien. Enfin, montre bien à quel moment les limites sont franchies. Parce qu'on voit très bien dans l'attitude de Paddy à quel moment, puisqu'on voit les choses du point de vue de Tara, à quel moment il va trop loin, à quel moment c'est plus acceptable, et on le ressent. Et je pense qu'il y a vraiment une question dans ces notions de consentement, de sentir ce que pense l'autre et de considérer véritablement l'autre. Et ça se fait dans le film au travers de... On voit qu'il considère pas trop ce qu'elle veut. À ce moment-là, elle devient vraiment un objet de vacances et de fun et de... Je vais rajouter à une liste... cette personne, un nom à ma liste de conquête. Elle a clairement plus son mot à dire. Et oui, c'est intéressant le fait qu'il lui demande quand même du style... ça veut dire, c'est un peu effrayant, parce que c'est des choses qui peuvent se passer dans cette génération MeToo, quand même, et où il a peut-être conscience du fait que si elle dit non, il va pas totalement y aller, mais il refuse de voir tous les signes avant qui font de Tara un sujet et pas un objet, en fait. Ce qui est vraiment effrayant, c'est que après MeToo, ça a été tellement rabâché, à très juste titre, que il faut avoir le consentement de la personne avec qui tu as une relation, qu'en fait ça a été simplifié dans l'esprit de certaines personnes dans du coup je demande est-ce que tu as envie, et si la réponse c'est oui, c'est tout, je suis protégée, tu vois. Et en fait c'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est aussi est-ce que tu es libre en fait de dire non à cette personne, est-ce que même toi t'es au courant, enfin tu sais, tu te sens libre avec toi-même de pouvoir dire qu'en fait non, j'ai pas envie de ça maintenant, et c'est ok, tu vois. Mais ce qui est horrible aussi avec le personnage de Paddy, en fait, il y a ce côté aussi où son agresseur, elle va devoir passer le reste des vacances ensemble, enfin avec lui en fait, et elle va toujours être dans ce cercle d'amis là où en fait si elle avait été, enfin je sais pas, comme tu dis, elle a pas envie de le blesser, c'est pas quelqu'un qui la dégoûte, c'est pas quelqu'un qu'elle déteste, mais au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un qu'elle va devoir continuer à fréquenter dans les prochains jours en fait. Donc t'as même ce piège après de t'es censé passer les meilleures vacances de ta vie, ou genre un moment hyper important pour toi, enfin un truc où vraiment ça te tenait à cœur, alors que en fait t'as ton agresseur qui est là et qui va être avec toi tout le temps et qui va te rôder autour de manière assez ignoble. Mais et puis même il y a cette attitude aussi que Paddy a vis-à-vis d'elle ensuite. En fait dans la suite de comment il agit avec elle, c'est très très bizarre, parce qu'il commence à l'ignorer, il commence à... Et il y a cette attitude là très masculinité toxique qui est c'est bon, maintenant qu'il s'est passé ça entre nous, j'ai plus besoin de te calculer, sachant qu'il la calcule complètement avant que ça se soit passé. Et ça c'est choquant encore plus en fait pour Tara. Il est tellement pas connecté à elle ni connecté à lui, ce qu'il a envie de dire ou ses sentiments, que l'attitude la plus facile à adopter c'est l'indifférence, et cette indifférence ça devient une prise de pouvoir par rapport à elle, et c'est super dur parce que elle essaye un peu de reprendre le pouvoir quelque part en allant lui parler, mais il y a un truc elle se retrouve face à un mur quoi. Et en même temps moi je trouve qu'il y a vraiment une énorme part du comportement de Paddy avec elle qui est de la manipulation, parce que moi je suis vraiment pas convaincue même que en fait Paddy soit attiré par elle ou qu'il ait un attachement particulier. Je pense que juste il a vu une opportunité. Et tu vois, ce moment sur la plage où il est là, t'es tellement belle, machin, alors qu'il a jamais dit ça avant. Et puis le moment où il dit, c'était trop bien hier et tout. Enfin, je sais pas, en fait, c'est parce qu'il essaie d'avoir de nouveau un rapport avec elle. Et tu vois, donc il y a vraiment un truc où j'ai l'impression ce truc hyper toxique, en fait, de flatter la personne que quand t'essaies d'obtenir quelque chose d'elle. Je pense que lui essaye de faire les choses selon
peut-être d'autres formes de pression et selon ce qui lui paraît le plus le truc d'être un mec et c'est aussi son rite de passage et c'est tellement triste de dire ça mais il y a vraiment un côté où je pense que de l'autre côté il y a cette pression là aussi qui fait que lui il a son idée des bonnes vacances c'est ça. Donc, malheureusement la personne qui va en pâtir ce sera pas lui. C'est intéressant de se poser la question de à quel point est-ce que son comportement c'est lui profondément qui est quelqu'un d'horrible et qui avait envie d'un acte de domination et de violence sur quelqu'un, ou à quel point est-ce que c'est en fait le résultat d'une construction sociale de il est à cet âge où c'est un comportement qui est vu comme cool quoi. Après c'est clair que quand on voit les choses et surtout quand on comprend le point de vue de Tara, on n'a pas à aucun moment une image je dirais bonne absolue de lui voilà, même une très mauvaise image, mais c'est plus au niveau de dépeindre la peinture de l'agresseur, qu'elle reste, enfin qu'elle soit inclus dans ce truc de pression patriarcale et tout, plutôt que balancée comme quelque chose de pas expliqué justement. Et là je trouve que le film réussit à le faire. What's your name? Tara. Do you think he's gonna fit? Yeah. We're about to get you lot so fucking horny! Puisqu'on parle des modèles masculins du film, parlons donc de Badger. Ce qui est intéressant avec Badger, c'est le comportement qu'il a avec Tara ensuite, parce que je pense que c'est le premier à se rendre compte que il y a un truc qui va pas, et je pense qu'il se rend compte de ça parce qu'il connaît Paddy et parce que il sait que Paddy, il le dit à un moment, c'est un cauchemar ce mec, et il sait qu'il a un comportement problématique en fait. Mais en même temps, il va pas aller confronter son pote à propos de ça. Lui comprend très bien, très vite ce qui s'est passé. C'est le seul personnage où on a vraiment le sentiment qu'il veut tout de suite protéger Tara parce que non seulement il tient à elle, mais en plus il a compris qu'il s'était passé quelque chose de pas cool. Mais s'il le comprend, c'est que ça s'est passé avant, c'est qu'il connaît Paddy depuis qu'il est petit, il le dit à un moment. Un peu comme une excuse en plus. Oui, il est horrible, c'est mon pote, mais parce qu'on se connaît depuis super longtemps. Sous-entendu, un peu, je cautionne pas ce qu'il fait et je suis pas comme lui, mais je suis quand même associée à lui un peu, presque par défaut. Cette scène-là, quand il parle à Tara à la fin de son voyage, juste avant que Tara parte et qu'elle est en train de pleurer sur la terrasse, limite t'as l'impression qu'il s'excuse en fait du comportement de Paddy, mais en même temps il assume pas sa part de responsabilité dans le fait que à la deuxième scène d'agression, il est quand même rentré dans la chambre, il a vu qu'ils étaient ensemble dans le lit et tu vois, il s'est dit on regarde pas. Je l'ai vu un peu cette scène comme à double tranchant, enfin à la fois peut-être une excuse et aussi le fait de peut-être lui dire, et sans lui dire réellement parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre, je sais très bien ce que t'as vécu en fait, donc un peu trouver un moyen de la rassurer dans cette phrase-là. Lui, comme il le connaît depuis très longtemps, c'est des choses que il a déjà vécu avec son ami, il a déjà vu les comportements toxiques de son ami et il sait très bien qu'il s'est passé quelque chose de pas clair. La dernière fois que j'ai vu le film, la réalisatrice était venue présenter le film un peu avant et elle expliquait qu'elle aussi, ce qu'elle voulait avec ce film, c'était de montrer un personnage féminin qui est pas sauvé par un homme. Donc je pense que c'était important pour la réalisatrice que la personne qui vient aider finalement Tara à la fin, c'est sa pote, c'est Emily. La réalisatrice voulait pas que l'aide vienne d'un homme, mais en même temps, donc de Badger, mais en même temps je trouve que ce qui est intéressant c'est que ça soulève quand même un peu la question de quelle éducation les hommes ont par rapport à ça. Comment est-ce que lui il se comporte par rapport à son pote. En école, je trouve que c'est un truc où t'as beaucoup de groupes de mecs qui sont au courant de comportements ultra toxiques que certains mecs ont, et en fait ils se dédouanent un peu quand peut-être tu peux en parler avec eux, où ils disent ce mec là c'est un vrai c'est machin et tout. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais toi en fait concrètement pour éviter que ce gars-là il fasse ce qu'il fait quoi. Ils se désolidarisent pas forcément déjà de leurs potes. Peut-être qu'il y a un sentiment que c'est pas non plus trop leur problème quoi. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème quoi. Le problème c'est justement qu'ils se sentent pas concernés. Oui. Qu'ils se disent mais moi je suis pas comme ça donc laissez-moi tranquille, mais en fait non, toi t'es pas comme ça mais t'as un pote qui est comme ça, t'as un
Et en fait, c'est aussi à toi d'aller les reprendre et de leur dire ouais, non, ça non. En fait. Oui, ils ont pas, je pense, cette éducation de communiquer là-dessus. Mais encore une fois, ouais, c'est totalement de la complaisance, en fait. Moi, j'ai vu un truc, un commentaire, je sais plus, qui disait « Ah, je pensais que ça allait être un gros thriller parce que dans la bande-annonce, on mentionne potentiellement une disparition. » En fait, oui, bon, spoiler, c'est pas le sujet du film. Hein, mais il y a effectivement cette cassure un peu à un moment du rythme qui fait que... ouais, t'as l'impression qu'il y a un peu genre 5 minutes, tu vois, peut-être, où tu te dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé, tu penses que tu vas partir dans une enquête et tout, c'est très vite désamorcé. Oui, ouais. C'est ça ajoute peut-être un plus gros, un suspense, mais aussi peut-être un malaise un peu de leur côté, notamment Emily qui est vachement inquiète et tout, mais oui, c'est très très vite désamorcé, mais en tout cas, oui, c'est vrai que je pense, le film, s'il avait dû être divertissant et bien dans les clous, je pense que Badger aurait fini par être le grand seigneur, la défendre et casser la gueule de Paddy devant tout le monde, et après eux deux ils finissent ensemble avec Badger, alors qu'en fait je trouve ça génial de déjà pas montrer des scénarios qui sont absolument faux, mais en plus de pas romantiser cette agression, parce que en fait, de manière générale, moi je sais pas, je pense les premiers trucs où il y avait potentiellement des agresseurs et tout que j'ai pu voir à l'écran, c'était des trucs où derrière un mec allait arriver et casser la gueule de l'agresseur, et c'était trop waouh quoi, c'était trop un mec bien, et finalement c'était lui le mec, et fallait pas que Badger devienne ce personnage là. How to Have Sex, c'est bien justement parce que t'évacues complètement ça. Parce qu'en fait, et c'est hyper réaliste, au final, en fait, Tara, elle va devoir se démerder toute seule pour Il y a un gros parallèle à faire avec les films de Jordan Peele, et notamment Get Out, où dans les films, de manière générale, quand il y a une ambiance très raciste, il y a toujours une femme blanche ou un homme blanc qui est du côté des Noirs, et qui est trop compréhensif et pas du tout raciste. Et dans Get Out, et dans les films de Jordan Peele en général, il y a un truc pour nous montrer, non, pas du tout. Ils sont tout seuls dans l'histoire, et le problème que ça va faire pour le spectateur blanc lambda, c'est que il ne peut plus s'identifier au good guy de l'histoire. Dans How to Have Sex, c'est l'idée je veux m'identifier à ce mec gentil qui va peut-être la sauver, mais en fait non, voilà, il ne viendra pas la sauver. Et après bon, c'est vrai qu'il est gentil quoi, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. You think she's alright? You're jealous. I'm not sure you've got much choice at this point. Pour un film, je trouve qu'il traite de ce sujet-là d'une manière assez réaliste et qui montre bien à quel point est-ce que Tara souffre de cette agression, je trouve que le film tente quand même de se terminer sur une note un peu positive. Tu ressors pas complètement miné et désespéré, parce que t'as à la fin un peu cet élan de ok, ça va aller en fait, parce que y a la discussion avec M, et ensuite elle la prend par la main et elle l'accompagne pour lui en disant allez, on rentre à la maison, ça va aller. Et ça, je trouve ça bien en fait de finir quand même sur une note qui dit que au final, ce qui va aider Tara, c'est plus la sororité, et c'est plus le fait d'avoir quelqu'un qui va l'écouter. Mais du coup, oui, donc puisqu'on parle de l'amitié, c'est vrai qu'il y a un personnage, le personnage de Sky, je pense que c'est un personnage qui est intéressant. Et j'ai vu beaucoup de critiques où les gens disent que c'est un personnage pas du tout réaliste et que t'aurais jamais dans un groupe d'amis très proches quelqu'un comme ça. Moi, je pense que ça peut être vrai, dans le sens où ce genre d'amitié un peu toxique, où elle lui met énormément de pression, elle a beaucoup de jalousie envers Tara, elle utilise complètement le fait que elle sait que Tara est vierge pour regarde, j'ai cette petite menace à poser n'importe quand, et si tu me... à tout moment, tu peux avoir peur de moi pour cette raison, donc il y a un truc de non-confiance entre les deux. Moi, je pense que ça peut totalement exister, notamment à ces âges-là. Après, c'est vrai que Emily, elle représente ça, il y a une grande sororité, il y a souvent de la confiance entre amis. Moi, j'aurais tendance à dire que souvent, ces personnes-là, quoique ça arrive vraiment, les amitiés très proches et pourtant toxiques, mais ça serait plus des personnes un peu plus éloignées, je sais pas, qui pourraient être un peu... à prendre leur avantage à tirer de la confiance que Tara a mis en elle son avantage. Et d'un côté, je pense que Sky, c'est aussi un personnage qui se sent terriblement menacé par le regard des hommes, et qu'elle est prête à tout pour reprendre le dessus sur ce regard-là, pour redevenir l'intérêt principal des mecs autour d'elle. Et c'est cette menace-là, elle est tellement puissante qu'elle vient menacer son amitié, et peut-être que elle pense aussi que Tara, elle est acquise pour elle, et donc elle va pas prendre soin de cette amitié-là qu'elle a avec Tara, elle va préférer
voilà, s'arranger pour être la meuf la plus cool de toutes, être celle que tout le monde regarde et avoir une espèce de fausse bienveillance envers Tara en lui. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Sky, c'est qu'elle est hyper représentative de, juste comme tu disais, la rivalité féminine en fait qu'il y a. Et ce que tu disais, ça m'avait fait penser c'est Ovidie qui disait ça au début d'année quand elle avait déclaré faire une grève du sexe. Donc, je paraphrase à 1000% ses propos, elle a pas du tout dit ça comme ça, mais Ovidie qui est du coup qui est réalisatrice, qui est très engagée dans le féminisme et un peu un nerd de tout ce qui est sexuel en gros. Alors il me semble que en fait elle a commencé en tant qu'actrice porno. Elle a été réalisatrice de films porno et là elle a réalisé un court-métrage qui s'appelle D'autres chats fouettés qui est trop bien. Elle a réalisé une série des gens bien ordinaires qui du coup en fait est sur l'univers du porno mais inversé. Okay. Où en fait, inversé quoi, renversement complet des genres. Donc, c'est un jeune homme de 18 ans qui est complètement exploité par mais hyper bien, elle fait des trucs super intéressants. Et donc, en fait, elle expliquait que le fait d'avoir décidé, elle, de plus avoir de relations sexuelles avec des hommes, ça lui avait permis de redécouvrir la sororité féminine et la solidarité féminine parce qu'elle s'était complètement affranchie de ce désir d'approbation du regard masculin qu'on a tous un peu ancré en nous, malgré nous, et qu'il faut un peu déconstruire, tu vois, mais ce truc, en fait, du coup, de plus avoir l'impression d'être en compétition avec les autres femmes parce que elle voulait plus, en fait, avoir de rapports sexuels avec des hommes, quoi. Et je pense que Sky, c'est vraiment ça. Pour moi, j'ai envie de croire qu'elles ont vraiment une amitié sincère et tout, mais que quand tu fais rentrer un homme dans ce microcosme-là, malgré elle, tu vois, elle est pas méchante volontairement, mais malgré elle se sent menacée, et elle ressent de la jalousie envers Tara qui, concrètement, là, attire les regards et les attentions des deux mecs. Il y a un besoin de la rabaisser. Et en fait, si je fais une petite transgression vers Barbie, dans tout le monde de Barbie, tout est inversé, en fait. Et les Ken... qui sont les copains des Barbie, sont en fait complètement manipulés là par le regard des femmes et ça se voit surtout à la fin du film. Et en fait, moi j'ai trouvé ça super intéressant de montrer comment, à l'inverse, en tout cas visualiser des hommes qui étaient complètement manipulés par le regard des femmes. Et on se rend compte aussi plus facilement de choses qui se passent dans notre monde et où la guerre entre les Ken, c'est un peu ce que nous on vit quotidiennement quoi. Aujourd'hui, on a envie de voir de la sororité. Ce qui est bien, c'est que Emily représente ce personnage de sororité et tout ça, mais ça a fait un peu de la peine d'avoir ce personnage-là qui rabaisse son ami. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je conseille d'aller voir le film et d'en discuter et puis d'analyser à votre guise les différents thèmes abordés. Pour un premier film, c'est vraiment une grande réussite, quoi. Donc hâte de voir les prochains films de Molly Manning Walker. J'ai lu le titre.